Watukufu kama nili mnaangalia wavunavavo kila mfumo kila weekend. Mwenyezi Mungu namhafadhuni, Mwenyezi Mungu amtukuzeni, Mwenyezi Mungu mbeni maisha mingi na muri na siha njema na rehema mondialini julanyu na katu kama mregia riki hasonsi arma tu kama ni do sokao arma impevon tukufia bi idinillah. Chers amis de santé pour tous, donc qui suivent mes émissions sur ma page Facebook, mais aussi sur YouTube, je vous dis salam à toutes et à tous, et je vous souhaite un très bon dimanche dans vos foyers respectifs, en vous souhaitant une bonne santé, une longue vie et beaucoup de bonheur dans ce bas monde, mais aussi dans l'au-delà. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un cas très fréquent, oui, très fréquent, parce que quand on voit dans le monde, le nombre de cas par an, c'est quand même significatif, il y en a beaucoup. Donc c'est pour ça que je dis que c'est fréquent. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument savoir reconnaître, ne pas trop tarder pour aller consulter son médecin, parce que le diagnostic doit être fait rapidement puisqu'il s'agit d'une urgence. Vous voyez, donc les émissions tournent dans ce sens-là. Quand je vous ai parlé d'émissions pratico-pratiques, c'est vous apprendre un certain nombre de signes qui vous permettront de dire « Ah là, je ne peux pas attendre, il faut que j'aille voir mon médecin ». Ou alors il faut que j'appelle l'hôpital, le SAMU, ça dépend du stade où vous vous trouvez par rapport donc, à la maladie et les signes. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la phlébite. La phlébite, ou alors ce qu'on appelle aussi la thrombose veineuse profonde, surtout. Parce qu'il y a des veines profondes et il y a des veines superficielles. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser des veines profondes. Alors, les veines, je répète encore une fois, je vous demande de revoir un petit peu les émissions qui précèdent, parce que souvent, il y a des liens. Et puis, sans vous faire perdre votre temps, c'est quand même intéressant de connaître comment l'organisme fonctionne, pour avoir un certain nombre de renseignements, d'informations sur la manière dont notre corps s'exprime, en bien ou en mal, et pouvoir ainsi donc, tirer le signal d'alarme et consulter le plus rapidement possible s'il le faut. Donc, la dernière fois, on a parlé d'œdème. Surtout, je vous ai donné ce qu'on appelle, comme exemple, le signe du godet. Donc, un œdème mou. Donc, en mettant le doigt dessus, le doigt s'enfonce, et lançant une empreinte qu'on appelle le godet. Et je vous ai donné les causes de l'œdème mou, prenons le godet. Et entre autres, dans ces, comment dirais-je, causes, donc d'œdème ou de facteurs favorisants, il y a ce qu'on appelle l'insuffisance veineuse. C'est quoi l'insuffisance veineuse? Je vous ai dit que le cœur, il pompe. Et vous voyez, mon cœur, il pompe là. Il est en train de travailler. Barakallahu fik. Il travaille. Donc, il se contracte et il envoie le sang qui va passer par un gros vaisseau qui va descendre pour aller partout dans les organismes, dans les corps, enfin comment dirais-je, dans le corps en fait. Donc les doigts, les mains, les bras, le tube digestif, partout. Et il y a aussi des vaisseaux qui montent dans le cerveau, vers le cerveau pour oxygéner le cerveau. En fait, c'est ce qu'on appelle le système artériel. Donc, le sang oxygéné va passer par les artères pour aller distribuer ce sang oxygéné riche en nutriments, c'est-à-dire le sucre, les protides, les lipides, enfin, tous ces nutriments dont les cellules ont besoin pour vivre. Après, ces cellules-là, d'accord, en travaillant, donc en utilisant donc ces oxygène et les nutriments, ils dégagent des déchets. Et ces déchets vont aller dans ce qu'on appelle le sang veineux. Donc ce sont les veines qui partent des pieds vers le cœur, ou alors de la tête, les veines qui descendent vers le cœur. Et sachez que ce mécanisme n'est pas un mécanisme actif. Donc aussi bien
le cœur, quand il part du cœur vers les organes, par les artères, il s'agit d'un mécanisme actif parce que le corps se contracte et en se contractant, il envoie le sang et il éjecte le sang, ce qu'on appelle l'éjection, la fraction d'éjection, le sang qui part dans les artères. Autant le sang qui va remonter des pieds vers le corps, dans les veines, donc le sang dans lequel se trouvent des déchets, il n'est pas actif ce temps-là. Donc le sang, pour remonter via les veines dans le corps, il faut que l'homme bouge. Il faut que l'homme, quand je dis homme, c'est l'homme et la femme. Hein? Il faut que la personne bouge. Il faut qu'il bouge parce que c'est la contraction des muscles, des jambes, des cuisses, des pieds, des bras, des poignets. Donc c'est les mouvements, la contraction qui, en se contractant, comment dirais-je, comprime les veines et le sang monte. Donc le sang monte donc vers le bas en se dirigeant vers le cœur, donc l'oreillette droit et le ventricule droit du cœur. Donc le sang il monte grâce à ce phénomène, disons, donc de contraction, donc des muscles qui vont comprimer donc les vaisseaux. Et quand il monte, donc les veines, ils ont ce qu'on appelle des valves. Et ces valves empêchent le sang de refluer. Le sang, quand il monte, il ne redescend pas. Sauf lorsque ce système est abîmé, hein, parce que, bon, il y a plusieurs causes, hein, donc on en parlera peut-être un petit peu, mais sachez que lorsqu'il y a une insuffisance veineuse, ce sont les valves qui ne sont plus étanches et qui laissent le sang redescendre vers les jambes, ce qui va entraîner une stase. C'est-à-dire, le sang va se ralentir. Ce phénomène de circulation de sang des pieds vers le cœur droit va ralentir. Et en ralentissant, eh bien, il entraîne des œdèmes, mais il va aussi entraîner la formation de caillots. Quand un organe ne fonctionne pas, donc on laisse une jambe immobilisée, donc il va y avoir une stase, donc le sang ne circulera pas, et le sang qui ne circule pas dans les veines va entraîner la formation de caillots. Le caillot, donc ce sont comment dirais-je, donc je ne sais pas des cailloux, en fait, non, c'est pas ça. Hein, donc le sang donc, forme donc, des caillots qui vont, comment dirais-je, qui vont obstruer donc, la veine, et donc avec le risque que ce caillot-là, ce qu'on appelle l'embole, donc se décroche et suive donc le sang jusqu'au cœur droit et aller entraîner les complications les plus graves de la phlébite, c'est l'embolie pulmonaire. Donc, mais déjà pour le moment, donc je vous ai dit, donc insuffisance veineuse, le sang reflue, la jambe augmente de volume, formation de caillots et possibilité donc de faire une phlébite. Parce que lorsque le caillot ne laisse pas passer le sang, c'est la phlébite, c'est-à-dire la thrombose veineuse profonde. Et donc là, avant de vous donner les signes cliniques, il y a des facteurs donc, favorisants, il y a des causes. Et donc, je vous parlais, bon, déjà, donc, le ralentissement, donc, qui peut être dû parce que le ralentissement donc, du sang dans les veines, qui peut être lié donc, à une immobilisation des membres parce que le membre est fracturé, par exemple, au même plâtre. Ou alors parce que on a été opéré d'une jambe, ou alors surtout la chirurgie du petit bassin, quand on a été opéré de la hanche, quand on a été opéré donc de la prostate, enfin toute cette chirurgie donc du petit bassin donc sont des chirurgies qui entraînent la formation d'emboles, de caillots. D'ailleurs, voyez-vous, parce que déjà la personne est alitée, c'est-à-dire il est allongé, alité. Donc le sang ne circule pas bien dans les veines, il stagne parce qu'il n'y a pas cette fameuse contraction des muscles. Rappelez-vous toujours cela. C'est pour ça que je dis bougez. Et donc cette contraction fait monter le sang dans le cœur gauche, après il passe dans les poumons, il est oxygéné et revient dans le corps droit. Pardon, excusez-moi. Il passe dans le corps droit, il va dans les poumons, il est oxygéné, il revient dans le cœur gauche et c'est là où il se contracte pour aller dans les organes. Voilà. Grosso modo, c'est un circuit. Et donc, je vous disais, donc, je vous ai parlé donc, de la chirurgie des petits bassins, ou alors la chirurgie des membres, ou alors quelqu'un qui fait un long voyage, qui est resté longtemps assis, avec les pieds fléchis, qui ne bouge pas, ça aussi, ça peut entraîner
ralentissement donc, de la circulation dans les veines, donc une stase, et formation de caillots. D'ailleurs, on voit pas mal des gens qui reviennent d'un voyage, après qui font des phlébites, hein, donc avec des jambes grosses, douloureuses, je vous donnerai les signes après, ils vont à l'hôpital, on tombe sur une phlébite, hein, vous voyez, et donc là, c'est une urgence à reconnaître. Et après, il y a d'autres causes, telles que la grossesse aussi. La grossesse peut favoriser la formation de caillots, hein, parce que le ventre peut comprimer les veines et empêcher, disons pas empêcher, mais gêner le retour veineux, quoi, hein, vers le cœur droit. Et puis l'obésité, voyons, on revient toujours sur ces mêmes choses. L'obésité, il ne faut pas être très gros, attention, matière grasse, etc. Je n'en dirai pas assez, les amis. Le tabagisme, attention, c'est pareil. Hein. Et puis après, il y a des maladies chroniques, hein, et puis ça c'est au médecin de faire son tri, hein, donc les maladies chroniques. Récemment, il y a le Covid, hein, le Covid-19 est une maladie virale, on l'a vu, mais qui entraîne beaucoup de thromboses. D'ailleurs, plein de thromboses partout. C'est une des complications graves, donc qui a entraîné beaucoup de décès d'ailleurs. Et puis un certain nombre de médicaments, tels que la pilule, chez la femme, hein, donc les estropogestatifs, hein, donc la pilule. C'est pour ça qu'une personne qui prend la pilule pour la première fois, on est tenu de faire un examen complet, donc pour voir s'il n'y a pas de signes, donc soit de problème de cholestérol, donc une tension élevée, le poids, le bilan hépatique, le rénal, enfin tous ces examens doivent être effectués pour voir s'il n'y a pas de facteur de risque, auquel cas il faut éviter donc les estropogestatifs, parce qu'il y a un risque de formation de caillots dans les veines et donc d'entraîner une phlébite. Donc la phlébite, elle intéresse surtout, c'est rare de faire une phlébite au niveau des membres supérieurs, hein, ou alors au niveau du cou, ça peut arriver, mais c'est souvent, pour ne pas dire là, dans la majorité des cas, au niveau des jambes. Et donc, c'est là où elle se forme surtout au niveau des mollets. Hein. Donc, alors, la clinique, c'est pas compliqué. C'est quelqu'un qui, par exemple, rentre d'un voyage long ou qui a été opéré. Et donc, il présente un œdème du mollet, parfois une rougeur, une douleur, un mollet qui est dur. Normalement, le mollet, quand il bouge, il se balance, ce qu'on appelle le ballottement du mollet. Mais quand il y a une phlébite, le mollet est dur et il perd cette ballottement en fait. Vous voyez, donc il est dur. Et quand c'est comme ça, ne perdez pas votre temps. Parfois il peut y avoir une petite fièvre associée, il peut y avoir une respiration un petit peu rapide et courte, on n'arrive pas à respirer parce que, enfin, là déjà on va très loin là c'est vers l'embolie. Mais déjà d'emblée, dès que vous avez une jambe qui grossit, rouge, douloureuse, avec un mollet dur, attention, appelez votre médecin ou allez le voir et puis il va faire le diagnostic parce que c'est ce qu'il faut faire en premier. Donc biologiquement, on dose ce qu'on appelle les dédimères qui sont augmentés et puis surtout l'écho-doppler veineux qui permet de faire le diagnostic. Bon, moi j'ai un petit écho derrière, donc ça me permet au cabinet de faire le diagnostic rapidement. Parce que c'est pas compliqué du tout. Donc on fait le diagnostic, et une fois le diagnostic fait, il faut traiter. D'accord? Donc le traitement de la phlébite, ce sont les anticoagulants, chers amis. Hein? Et puis, vous voyez, donc pour éviter qu'il y ait donc de phlébite, surtout les gens qui sont opérés, donc il faut faire un traitement préventif, c'est-à-dire qu'il faut donner quelque chose qui entraîne une fluidité du sang pour éviter que le sang se stagne et fasse des emboles. Tous les gens qui sont opérés, tous les gens qui portent des plâtres, etc., ils ont des anticoagulants. Vous le demandez à tous. Hein. S'ils n'ont pas d'anticoagulants après avoir un plâtre, etc., il faut poser la question au médecin. Même vous m'avez mis un plâtre, j'ai pas d'anticoagulant, c'est normal. Et voilà. Sinon, si on ne fait rien du tout, donc le risque c'est que donc, ce caillot, d'accord, va aller dans les poumons, et une fois dans les poumons, eh bien, va entraîner l'embolie pulmonaire. Ça c'est grave. L'embolie pulmonaire peut tuer. Et donc ça commence à avoir une douleur thoracique. Derrière le sternum, on a une respiration qui est courte, une respiration qui est douloureuse, surtout quand on expire. On a l'impression que le souffle est coupé. Hein, parfois, le cœur va battre vite. Et puis, le cœur bat vite. Et puis, plus rarement, on peut avoir une toux. Hein, et puis, encore plus rarement, on peut avoir du sang. Quand on tousse comme ça, on peut rejeter
du sang, on parle d'hémoptysie. Il peut y avoir une fièvre aussi. Et quand l'embolie pulmonaire est massive, on peut avoir des malaises. On va dire tomber dans les pommes, faire un malaise, tomber dans les pommes. L'embolie pulmonaire massive peut être la cause. Et puis on peut en mourir. Parce que vous voyez bien ce chemin-ci, là, l'embolie pulmonaire, donc les veines de poumon sont bouchées et donc le sang n'arrive plus au niveau du cœur gauche avec l'oxygène qu'il faut parce qu'il ne passe pas. Et donc le cœur va mal être oxygéné et donc le risque c'est évidemment donc, les troubles cardiaques, voire l'arrêt cardiaque. Donc, mais aussi donc, les organes qui ne sont pas suffisamment oxygénés, donc le cerveau, donc on tombe dans les pommes, et puis on va voir donc en aval, donc le sang il est bloqué, hein, donc ça s'appelle une thrombose, hein, donc ça ferme, la veine est bouchée. Donc en aval, donc on a un cœur droit qui va avoir du mal à pomper, et puis on va voir ça va compliquer encore donc le retour veineux, donc l'acide parfois, donc les œdèmes des membres inférieurs et tout ça. Donc l'embolie pulmonaire, c'est la complication la plus redouté chez quelqu'un qui a une phlébite. Donc il faut qu'il le traite. Et le traitement, je vous ai dit, c'est les anticoagulants. Ça, c'est très important. Donc je voulais terminer donc, ce petit speech pour que vous sachiez que la phlébite, ça existe. Je vous ai donné un certain nombre de causes, mais surtout reconnaître, on va commencer de quelques diapos, donc une jambe, la phlébite, donc l'insuffisance veineuse. Donc vous allez avoir ici une veine qui est bien, donc avec le sang qui passe d'en bas vers le haut, et puis une veine où il y a une insuffisance circulatoire avec un reflux. C'est là que ça commence les ennuis. Voyez-vous? Après, formation de caillots, hein? Et puis ce caillot peut se détacher et aller entraîner un bouchon au niveau des veines pulmonaires, entraîner donc l'embolie pulmonaire. Des artères pulmonaires et entraîner donc une embolie pulmonaire. Et ça, par contre, c'est encore, c'est beaucoup plus grave. Hein, voyez-vous, donc il faut éviter qu'on arrive à ce stade-là. Et puis, vous voyez, donc, chez quelqu'un qui a des varices comme ça, hein, donc il faut tout de suite traiter pour éviter donc, que le sang stagne longtemps, qu'il y ait donc des caillots qui se forment, donc il faut le traiter, soit par un laser, soit par sclérothérapie, soit par... vous voyez, donc ça, c'est des angiologues qui font ça. Et puis porter des bas de contention, d'accord, hein, donc pour éviter que le sang stagne dans les veines et on favorise la formation de caillots. Et puis, évidemment, comment dirais-je, le seul, il ne faut pas oublier que, donc j'ai parlé donc, que la contraction des muscles, c'est ce qui fait que le sang remonte. Et donc, l'activité physique est importante donc, dans la prévention. Donc, soit la marche, le vélo, la natation. Hein, donc, ne restez pas souvent longtemps debout. Hein, donc, évitez les stations debout prolongées. Évitez les stations assises prolongées. Je vous ai dit que lorsque vous êtes assis, toutes les 2 heures, levez-vous et marchez. Donc, pour éviter justement donc, que vous fassiez ces problèmes donc, de circulation et de retour veineux. Voilà. Et puis, en prévention aussi, donc les médicaments tels que la pilule, mais ça c'est au médecin donc de faire son travail et de voir si vous êtes une bonne candidate ou une mauvaise candidate à la prescription des pilules combinées, c'est-à-dire les œstroprogestatifs qui peuvent donner des thromboses, donc une phlébite notamment. Et puis voilà, donc retenez les signes de la phlébite, retenez qu'il s'agit d'une urgence. Retenez que l'embolie pulmonaire est donc la complication la plus redoutée, qui fait peur. Et puis, une fois que vous avez retenu ça, vous avez compris ce que c'est que la phlébite et sa complication le plus redoutable. Voilà. Donc, je vous dis salut et puis à une prochaine fois. Peut-être pas la prochaine fois, enfin le prochain week-end parce que je suis en déplacement, mais bon, une fois de retour à mon cabinet, donc on se retrouvera pour d'autres émissions pratico-pratiques,
et qui vous permettront de prendre soin de vous-même. Ou alors aider un prochain, donc à prendre soin de lui-même. Marhaba nyingi, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon dimanche.